Rappelez-vous les mots de Sandy. Sandy, l'amiral des côtes. Sandy, ce marin-pêcheur au grand cœur qui nous a embarqués sur la baie de Bourgneuf. Sandy, fils de pêcheur, petit-fils de pêcheur, père de pêcheur, frère de pêcheur. Vous me suivez? La pêche, la mer, les marais et surtout celle de la baie de Bourgneuf sont tant de composants qui ont bel et bien forgé l'identité de la famille Potier. Reprenons le fil de l'histoire. Quel est ton plus ancien souvenir sur un bateau? Mon plus ancien souvenir, j'étais très très jeune forcément parce que j'ai toujours été en mer avec mon père, donc il y a plein de vieux souvenirs, mais j'étais forcément très jeune. Hein. Le plus beau peut-être? Le plus beau, bon, toutes les belles pêches qu'on a fait, parce qu'il y a eu quelques années qu'il y avait beaucoup de poissons, donc dès qu'il y a beaucoup de poissons sur le bateau, on est tous heureux, hein, on est quand même pêcheurs, donc on cherche le poisson, quoi, hein, voilà. Jamais de peur étant petit? Peur, non, je faisais confiance en mon père, donc en fait, tu fais toujours confiance à celui qui tient la barre du bateau, au capitaine, donc non, pas vraiment, non. Comment tu te construis justement pour devenir capitaine? Ah bah, c'est comme tout le reste, il faut aller à l'école, quoi, hein. Voilà, il y a l'école des pêches. Malheureusement, on a eu un manque d'élèves, un manque de jeunes qui ont été à l'école des pêches pendant des années, et maintenant on manque de matelots, parce que c'est encore un beau métier quand même, hein. Et quand on dit pêcheur, il n'y a pas que pêcheur. Retire-le quand même, c'est un beau métier. C'est un beau métier, et il y a aussi le travail maintenant là, qui est en train de se développer pour aller travailler sur les éoliennes, donc le travail offshore, il y a le travail sur les bateaux à passagers, il y a plein de choses qui s'écrivent sur la mer. Alors nous en plus, dans la baie de Bourgneuf, on a un estran qui est énorme, donc on a énormément d'ostréiculture, conchyliculture, l'ostréiculture, la mythiculture pour les moules de Bouchot, voilà, la palourde. Il y a beaucoup de licences de pêche à pied pour les pêcheurs de palourde professionnels, voilà. Donc sur tout l'estran, il y a beaucoup de travail. Quand on dit pêche, c'est un ensemble de choses, quoi. Hein. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as à cœur en fait de transmettre cet héritage familial à tes enfants? Ben, j'ai la chance, c'est que donc j'ai 3 enfants, Oui. donc 2 filles et un garçon. Et le garçon fait la pêche, donc Ah, voilà. c'est génial. Aujourd'hui, il est marin-pêcheur. Voilà. Donc c'est presque transmis déjà, c'est fait. Comme ça, c'est une grosse fierté pour toi. Oui, J'imagine ton ouais, père aussi. Oui. Bah, tout le monde est content dans la famille, forcément. Bon, il aurait fait autre chose, mais bon, puisqu'il veut faire ça, on en est plus que content, quoi. Alors, Voilà. combien de bateaux aujourd'hui sur toute la famille Potier? Parce qu'on a compté le père, le fils, le petit-fils. Déjà 3. Puis 3 autres de ses fils aussi qui ont un bateau, donc ça fait 5-6 bateaux dans la baie, oui, 6-7 bateaux. Ouais. On a compris, Stéphane, aujourd'hui, quand on vient au port du Bec, en Voilà, fait, voilà. les 3/4 des bateaux appartiennent à la famille Potier. Ouais. Tu te vois pêcher encore pendant combien de temps, Sandy? Est-ce que tu te vois un jour t'arrêter? Parce qu'on a Non, croisé... voilà, t'as vu, mon père, il a 70 ans, ça fait 15 ans qu'il est à la retraite et, Il continue. et donc il paye des cotisations à fond perdu juste pour aller se promener en mer. Donc non, s'arrêter, non, t'as vu le cadre qu'on a ici, s'arrêter, c'est pas vraiment possible, quoi. Hein. Donc le plus longtemps possible, voilà. C'est un monde d'hommes quand même. Ta maman ou ta femme vous accompagne? Alors, ma mère a vendu le poisson de mon père, voilà, elle l'a accompagné un petit peu en mer, mais c'est un monde de femmes de plus en plus, hein, surtout dans l'ostréiculture, parce que je suis, avec ce bateau, j'ai la chance d'être formateur à la maison familiale de Chaland, Oui. pour former tous les jeunes, pour les apprendre à manœuvrer en mer et voilà, à faire des accostages, récupération d'hommes à la mer, tout ce qui s'ensuit, voilà. Et donc, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui se mettent dans l'ostréiculture. Donc, c'est plus... le matériel a évolué, le monde a évolué. C'est plus un métier d'homme. Ça se partage maintenant. Hein, voilà. Et c'est beau, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir de voir des femmes qui rentrent dans le métier, quoi. Allez, assis. Là, donne la patrouille. Tiens, regarde donc. C'est beau. Alors, il t'accompagne toujours? Toujours. Il vient tout le temps avec moi en mer. Voilà. Ça, c'est une tradition? Oui. Et d'ailleurs, si je ne l'emmène pas, il y a des clients qui m'engueulent parce que je crois qu'il y a des gens qui viennent que pour voir Papouille. C'est vrai, mais moi, je suis un peu de ce style-là, Voilà. venir voir Fontaine-Neuve, en tout cas, pas que le Terre-Neuve. Hein. Voilà. Je te rassure. Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui, Sandy, justement, dans la sortie, en amenant, en conduisant des gens en mer? La convivialité, j'adore voir du monde. Les gens sont tous sympas, tous humbles quand ils sont en mer. Voilà, on a un super cadre pour leur apprendre à pêcher. Donc en fait, avec ce bateau, on a 3 petites techniques de pêche. Soit on fait la pêche à la mitraillette, donc à la dandine comme ça. À la dandine. Alors la mitraillette, c'est 5 hameçons qui sont les uns en dessous des autres avec un petit plomb. C'est ce qu'on Et fait, là. voilà, on dandine. Donc on peut pêcher du maquereau, du chinchard, du bar comme tout à l'heure. Souvent ils sont trop petits, on les remet à l'eau, hein, forcément. On garde que le poisson qui est émaillé. Et autrement, des fois on fait la pêche au congre.
il y a 2 grandes fosses dans la baie de Bourgneuf. On se met à l'ancre dans la fosse et on met nos cannes derrière le bateau et on arrive à pêcher des gros poissons. Voilà, des beaux poissons le con. Alors c'est pas le poisson le plus sympathique à manger, mais à pêcher ça tire énormément et pour ceux qui aiment la pêche, on va dire un peu sportive, c'est vraiment très sympathique. Peut-être qu'on essaiera l'année prochaine. Stéphane, ou pas, qu'elle saurait nous proposer. Voilà. Et non, la troisième chose, c'est la pêche à l'échouage que les gens adorent et qu'on fait de plus en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors en fait, dans la baie de Bourgneuf, on a des grands bancs de sable immenses qui découvrent. Alors, en fait, quand on arrive, c'est comme ici, tu vois, il y a de l'eau vraiment partout. Et avec les coefficients de marée, tu as des grands bancs de sable de dizaines d'hectares qui se découvrent. Même principe que la baie d'Arcachon, un peu près. Pareil, c'est exactement la même chose que dans le bassin d'Arcachon. Et donc, on vient échouer le bateau sur ce banc de sable. J'emmène des petits râteaux, des petites bourriches pour tout le monde. Chacun vient pêcher sa petite cuisine de palourde. Et j'emmène des cannes à bar pour le leurre, parce qu'on peut aussi pêcher du bar au leurre. Ou on appelle ça des petites fouines pour pêcher de la sole, voilà. Et à la basse mer, on descend à un grand barbecue du bateau et on fait le barbecue pour tout le monde. Voilà, donc c'est des moments qui sont vraiment très Mais sympathiques. on ne nous l'avait pas dit, ça. Ben non, je suis obligé de cacher un petit peu quelque chose pour que tu puisses revenir. J'espère, voilà. En tout cas. Dis-moi, Sandy, est-ce que ça, c'était pas quand même une facette aujourd'hui, c'est vrai que tu rencontres du monde, tu as du monde en permanence sur ton bateau. Ça devait te manquer, ça, auparavant, quand tu avais simplement que ton métier de pêcheur. Tu étais seul quand même. Oui. Alors j'avais juste un matelot, mais enfin on était seuls, quoi. Mais c'est vrai qu'on se découvre une passion de rencontrer les gens, hein, parce que forcément quand tu es pendant 25 ans tout seul avec ton matelot, ton ouvrier, tu sais pas que tu peux aimer autant de gens, que les gens vont t'apprécier, voilà, que tu peux apprendre aux gens à faire des promenades en mer. Mais bon, j'ai essayé tout de suite ça m'a plu et désormais je ferai ça jusqu'à la fin, hein, voilà. C'est que du bonheur. Alors peut-être une question difficile si tu devais tout changer en fait. Si tu devais demain changer de métier. Non. Non. C'est pas une question difficile parce que c'est pas une question, donc voilà. Non. Alors rendez-vous pour la pêche à l'échouage. Ah oui, je vois que ça te plaît. Hein. Oui. Ça me plaît. Hein. Merci Sandy. Avec plaisir. Sur notre littoral, du nord au sud, les 3 ports des Brochets, des Champs et du Bec présentent la même physionomie. Un étier qui rejoint l'océan, une embouchure sur la digue et des rivages plantés d'aménagements. Voici le petit port du Bec. Son fluide ponton et de pilotis en bois, noirci par le temps, dessine sur l'océan des idéogrammes qui lui valent son surnom de port chinois. Le balai des bateaux, les nurseries de coquillages, la cabane chez Melon achèvent de lui donner une séduction singulière. Bienvenue dans le vivier de la famille Potier. Des côtes. Oh, tiens, Noémie. Oh, qu'elle est belle. Oh. Et faites gaffe parce qu'on reviendra en fait. Oh. Mais la prochaine fois, vous viendrez dans la petite maison à Noémie. Monsieur a donc son bateau, madame sa maison. Chez les Potiers, on ne fait pas les choses à moitié. Et on nous a même proposé un barbecue sur un banc de sable. Vous y croyez? Noémie, Sandy, Papouille, merci. Merci et certainement à très vite. Assez dandiné, reprenons vite le chemin. Direction de Goa, Stéphane? Parti? Ça y est, on arrive au passage du Goa. Alors, praticable aux heures de basse marée, il est 11h01. Prochaine basse mer à 12h20. Notre envie de rejoindre le pilier grandit. Vu du ciel et vu de la mer, ce petit bout de terre nous fascine. Première étape, le passage du Goa. Cette voie submersible, unique au monde, nous offre un premier parfum de marmoutier, celui de la mer, le vrai quoi. Toujours tout droit. On y va Stéphane? Ce passage de plus de 4 km, reliant l'île au continent, exerce une étrange fascination au moment où l'océan se retire pour mettre au jour un pavement. Pour tous, petits et grands, sa traversée s'apparenterait presque à un rite initiatique. Si les Normands l'empruntaient déjà au Moyen-Âge, ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que le Goa est aménagé. Depuis, il est ponctué de balises refuges destinées aux imprudents qui se laissent surprendre par les marées. Ces aménagements offrent assurément une vue imprenable sur le continent, sur l'île, mais aussi sur le pont et bien évidemment sur la Grande Bleue.
savourons l'air iodé. Tu montes, Stéphane? En patois, goiser signifie patauger, marcher en mouillant les sabots. Le saviez-vous? Ainsi, ce gué, où le sable dispute à la base, est foulé à marée basse par de nombreux pêcheurs à pied. Imaginez les foules lors des grandes marées. Allez, on continue. Allez, on attaque le polder Sébastopol pour rejoindre le port du Bonhomme. À l'entrée de l'île, sur plus de 133 hectares, le polder Sébastopol est aujourd'hui une réserve naturelle régionale essentiellement dédiée à l'agriculture. Ici, nous profitons surtout des magnifiques couleurs offertes, une incroyable palette. Descendons vite sur le port du Bonhomme. Apercevons même au loin le port de Noirmoutier, le bois de la Chaise et même notre pilier. T'as vu au fond? Bon bah là je crois qu'on arrive vraiment au bout du bout. Bordé de longues plages de sable fin ou de criques rocheuses, Noirmoutier-la-Belle se part parfois de ports maritimes, de chênes verts, mais aussi de cabines de bain et de nombreux moulins. Tout un univers fragile qui doit impérativement être préservé. Continuons. Espérons une prochaine rencontre. Alors là, nous sommes en train de traverser la zone du Marais qui est sur la commune de Lépine. C'est très pittoresque, c'est très joli. Et je vois quelqu'un. Bonjour monsieur. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Marion. Bonjour Marion. Et avec Stéphane qui m'accompagne, on est en train de traverser l'île de Noirmoutier pour la découvrir. Voilà. Oui. Et puis, on aime rencontrer les gens, s'arrêter, discuter avec eux. C'est pourquoi D'accord. on va se permettre de vous embêter un petit peu. Oui. Quel est votre prénom? Maxime. Je peux vous appeler Maxime? Ah ben au contraire, moi d'ailleurs dans l'île je suis Maxime. Je m'appelle pas autrement, tout le monde me connaît par Maxime. C'est génial. Maxime, vous êtes originaire de Noirmoutier? Ah, pur sang. Vous acceptez de passer un petit moment avec nous justement pour nous parler de votre île? Tout à fait. Où se situe-t-on là exactement? Où se situe-t-on là exactement? On est sur l'Épine, dans une zone de marais, c'est bien ça? Nous sommes dans une zone de marais où on fait une direction du Marais Neuf. C'est-à-dire? Le pont du Marais Neuf qu'on va passer, on va aller le voir si vous voulez. Vous avez accepté de nous y conduire? Eh oui, Tout en papotant? tout en papotant. Alors je suis Maxime. Allez, on y va. Vous êtes donc né ici à l'Épine? Moi, je suis pas né à l'Épine, je suis né à Noirmoutier. Noirmoutier. Mais je suis marié avec une fille de l'Épine. Est-ce que vous avez déjà quitté votre île, tous les deux? En vacances un petit peu, mais c'est tout. Non, il n'est pas question de sortir de l'île pour nous. Vous êtes bien ici? Oui, et je me vois pas vivre en ville, par exemple. Je crois que je pourrais pas y vivre. Mais au-delà de la ville, vous pourriez vivre sur le continent? Je sais pas. Non, vos racines sont ici à Noirmoutier, donc ce qui veut dire que vous avez travaillé ici à Noirmoutier. Oui. Et quel était votre métier, Maxime? J'étais maçon, j'ai appris mon métier de maçon. Et donc j'ai travaillé comme maçon. Ensuite, je me suis mis à mon compte comme artisan. Oui. Pendant 20 ans. J'ai fait artisan et ensuite j'ai eu l'occasion de rentrer dans les fers et balises pour entretenir tout ce qui était bâtiments dans les phares et les phares en mer. Et les maisons peut-être des gardiens? Les maisons des gardiens, les phares, la signalisation. Et votre zone d'activité, c'était la Vendée, les Pays de la Loire? Ah non, que la Vendée.
Donc c'est-à-dire que vous connaissez le littoral vendéen par cœur. Ah, je connais par cœur sur la côte, bien sûr. J'ai été dans tous les phares. J'ai été dans toutes les maisons des gardiens, parce qu'il y en a beaucoup, Mais de il y en la a Tranche-sur-Mer jusqu'à Noirmoutier, quoi. Alors votre préféré, votre coup de cœur? Bon, on n'en parle pas. Noirmoutier C'est peut-être. Noirmoutier. Forcément. Mais forcément. Là c'est la vue de la carte postale. Euh, Avec le sel, la brouette, les vaches de Ah l'autre là, côté. oui. Là, on vous a rencontré, vous étiez dans ce marais. Pourquoi vous promenez dans le marais? Qu'est-ce qui vous évoque, ce marais? c'est ma jeunesse, parce que, étant jeune, mes parents avaient des marais et on a été bercés là-dedans. On a travaillé tout jeune. On était employés par mes parents, enfin employés. On travaillait avec mes parents, on leur donnait la main à rouler le sel, à faire tout dans les marais. Vous pouvez dire que vos parents étaient sauniers, Ah ben oui, complètement. complètement, ils avaient 6 marais, mes parents. Et quel était leur quotidien, là? Quel était leur quotidien? Leur quotidien, eux, c'était pareil. Il n'y avait que l'île qui comptait, ils étaient dans leur marais, ils étaient heureux, ils étaient... À la production du sel? Ah, ils faisaient du sel, Est-ce 300 tonnes. 300 tonnes? Les bonnes années, les grosses années. Et la fleur de sel dans tout ça? Ah non, ça n'existait pas à Ça l'époque. n'existait pas. À l'époque, au contraire, on faisait le contraire de maintenant. Maintenant, on cherche à récupérer la fleur de sel, c'est bien. Quel Mais à caviar de l'époque, sel? on allait à midi, on nous envoyait, nous, tout jeunes, à 12 ans, casser la fleur de sel dans les œillets, parce que ça s'appelle les œillets où on récupère le sel. On allait la casser pour la faire tomber, pour qu'elle grossisse. C'était le contraire de maintenant. Est-ce que vous gardez, Maxime, des bons souvenirs de cette époque-là, ou pour vous, c'était plutôt une vie de Ben oui, labeur? ben oui, ben oui. C'était... Bon, on était heureux, on était là, comme là, dans la nature, tout seul. Une vie simple. Oui, tout simple. Une Et vie puis, toute simple. Et est-ce que vous êtes quand même un beau témoin, un bel ambassadeur de cette île de Noirmoutier? Je ne vais pas vous demander votre âge, mais est-ce que vous... mon âge, il n'est pas caché, 79 ans. 79 ans, mais bon, ben, moi, je pense que à notre âge, à nous, on ne peut pas partir ailleurs. Faire quoi? Là, jusque-là, quand je ne sais pas trop quoi faire, hop, je viens ici, je me balade, je vois les oiseaux, le chat. Maxime, qui est saunier aujourd'hui à Noirmoutier? Ce sont des gens de Noirmoutier ou ce sont Non. des gens... Non. Il y a très peu de vrais Noirmoutrins qui ont repris les marais. Ce sont des gens qui viennent de l'extérieur, qui ont surtout été apprendre leur métier à Guérande. Et les gens de Guérande, il n'y a plus de marais disponibles. Donc, ils leur ont conseillé d'aller dans l'île de Noirmoutier, qu'il y avait plein de marais abandonnés, qui pouvaient les refaire. Et c'est pour ça que maintenant, eh ben, ce sont ces gens-là qui remettent en état tous les marais. Et cette activité a recommencé à partir de quelle année à peu près? 80? Oh, c'est 80. Et comment vous, Noirmoutrin, vous avez perçu au tout départ l'arrivée? Au tout départ, c'était un peu... On les prenait un peu pour des rigolos. On disait, ils vont pas tenir, ça vaut pas le coup, ils gagneront jamais leur vie. On les prenait un peu pour des rigolos, mais petit à petit, on s'est aperçu qu'ils travaillaient bien d'ailleurs, parce que quand on voit la qualité de la réparation des marais, c'est très important. C'est très important. Parce qu'ils travaillent bien. Question de ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Les marais ont été remis en état Et impeccable. voilà, et grâce à eux, justement, ça a permis de valoriser cette partie de Et l'île. les marais vont pas devenir des marais cages. Exactement, des marécages, comme on peut voir dans beaucoup d'autres Comme régions. on peut voir dans des régions où... Autrement, ça aurait été envahi par les herbes, par n'importe quoi, tandis qu'eux, ils entretiennent. Ils entretiennent. Et puis, il n'empêche que ça fait partie aujourd'hui d'une grosse partie de l'économie de l'île de Noirmoutier. En plus. Et puis, pour le tourisme, la promenade dans les marais, c'est quelque chose de formidable. Elle est incontournable. Ben, c'est Elle est incontournable. incontournable. Enfin, bien que vous devez être content au mois de septembre quand tout ce petit monde repart et que vous retrouvez, vous, votre marais tranquille. Le tourisme, faut pas dédaigner, on est bien content d'avoir du tourisme. Par contre, c'est trop d'un coup. Il y a des moments, il y a tellement de bousculades que forcément les gens disent « Oh, il y en aura le bol, les touristes, on peut plus bouger, on peut plus rien faire. » Mais on en a besoin quand même. Maxime, est-ce qu'on peut dire, parce que vous avez connu 100, donc est-ce qu'il y a eu l'avant-pont et l'après-pont? Bon, ça n'a rien à voir.
l'avant-pont et l'après-pont, il y a eu 80% de différence de vie dans l'île, de la vie des gens dans l'île. Avant, on se connaissait tous de Barbate à l'Herbaudière. Bonjour, machin, mais par notre prénom. Oui. Mais maintenant, on se balade, on ne connaît pas les gens. Parce qu'on a été envahis. Maintenant, on est beaucoup moins de Noirmoutrin que de ce qu'on appelle chez nous les estimants. La vie a beaucoup changé. Ah, en fait. Tout a évolué très rapidement. Ça a évolué beaucoup trop vite, sûrement. Ouais. Mais bon. Mais vous avez vécu tous ces changements. Nous, on a vécu ce changement, très rapide d'ailleurs, et qui nous a changé notre vie aussi. Forcément. Forcément. Forcément, parce que ce pont, finalement, il vous a permis d'être Mais en plus, il nous a donné une liberté qu'on n'avait pas avant. Avant, il fallait toujours avoir son calendrier des passages du Gois, en disant je peux sortir de l'île à telle heure, pas à telle heure. Tout. Tandis que maintenant, on sort, on rentre comme partout. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez un souvenir, vous, Maxime, de ces moments avant le pont où vous étiez... Le plus grand souvenir que je vais vous raconter, c'est quand ma femme lui a pris l'envie d'accoucher de ma fille. Ah ben oui. Il a fallu... il n'y avait plus de médecin maintenant dans l'île pour accoucher les femmes, donc il fallait partir à Chaland. Oui. Mais pour partir à Chaland, il fallait regarder le passage du Gois. Sauf quand on accouche. Alors je lui dis, ouais, mais le Gois il est ouvert de telle heure à telle heure, donc on fait route. Alors c'était tout un événement à l'époque. Forcément. C'était en 71. Et donc c'était tout un événement de... Bon, on est énervé, tout le bazar, on passe le Gois, on trouve une ambulance qui était arrêtée sur le bord dans le milieu du Gois. Et c'était une femme qui était accouchée dans le Gois. Non. Dans l'ambulance. Ben oui, elle était partie un peu trop tard. En 71. Alors, j'avais 24 ans. Oh là là, moi, ça me fait, vous savez, oh putain, allez, on fonce à fond la caisse. À Chaland. À Chaland direct. Je vais à Chaland, j'arrive à Chaland, bon, on rentre à l'hôpital, tout bordel. Et puis le médecin nous dit, oh non, oh là là, c'est pas pour tout de suite. On vous garde pas, vous repartez chez vous. Donc vous avez ramené votre femme? Non, ils l'ont gardée elle. Vous êtes rentré à la maison. Mais ils n'ont pas voulu me garder là-bas. Alors j'étais dehors, moi. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je rentre, mais oui, mais le temps de toute cette manœuvre, la mer avait monté, puis le Gois était fermé. Et j'ai dit, putain, il y a le pont, ça y est, je vais passer par le pont. Mais il était... Mais il n'était pas ouvert, il était presque fini, mais il est... Alors je fais cap sur le pont, et en cours de route, j'avais oublié de fermer la jauge d'huile de mon moteur, c'était une Ami 6, il y avait un capot dessus. Putain, d'un coup j'entends clac, 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 oh putain, j'ai bousillé le moteur. Je m'arrête vers Beauvoir, par là, en pleine nuit, hein, il était 2 h du matin. Bon, à 24 ans, j'ai dit, bon, ben, tant pis, je rentre à pied. Alors, je me suis tapé la route à pied, il n'y avait pas de voiture, à l'époque, il n'y avait rien. Sur les routes, on ne trouvait personne. Et donc, c'est là que j'ai traversé le pont, à pied. Vous êtes le premier à avoir traversé le pont de Noirmoutier. Noirmoutier. C'est pour ça que je suis Maxime, le premier. Je traverse le pont, mais attendez, je traverse le pont, j'arrive de l'autre bord, j'étais essoufflé, puis... Je regarde, il y avait un garage juste en face du château d'eau de la Fosse. Il y avait un garage qui était ouvert, je regarde, il y avait un vélo dedans. Putain, je saute sur le vélo et je rentre chez moi en vélo avec ce vélo que j'avais piqué dans le garage. Et le lendemain matin, je suis retourné avec une voiture à mon beau-frère. J'avais mis le vélo dans le coffre. Je suis retourné le vélo, j'ai mis exactement à la même place dans le garage. J'ai jamais entendu parler si le mec s'était aperçu que j'avais piqué son vélo ou pas. Il le saura peut-être grâce à l'émission. Et l'accouchement dans tout ça, comment vous êtes reparti à Chaland? Avec la voiture de mon beau-frère, mais j'étais obligé d'attendre l'ouverture du pont à midi. Et quand je suis arrivé là-bas, ma fille était née, c'était fini. Tout était clair et net. Avis de recherche. Qui s'est fait voler son vélo à quelques jours de l'inauguration du pont de Noirmoutier en juillet 1971? Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane, mais je n'ai certainement pas envie de lâcher Maxime. Allez, Maxime, raconte-nous encore une histoire. Ton histoire, celle de ton île? S'il te plaît, raconte-nous l'histoire de ta vie.